il y a un moment, en fait, j'avais un boulot dans le domaine des relations internationales Mmh. à l'université. Et du coup, j'avais eu l'occasion de côtoyer des chercheurs et des chercheuses qui sont spécialistes de l'interculturalité. Et du coup, c'est un sujet que je trouve fascinant. De nos jours, les conséquences d'une expérience interculturelle sont bien connues. Elles sont aussi soutenues par une littérature qui est abondante. On sait ce que cela implique chez les individus et on sait aussi que ça a un impact sur leur capacité à percevoir le monde et aussi à percevoir les autres. Et il existe même, et d'ailleurs j'ai pu en organiser, des accompagnements spécifiques, des espaces de partage d'expériences où il est facile de trouver des informations, des témoignages, des conseils pour se préparer à un inévitable choc culturel, qui peut varier en termes d'intensité et de situation. Et aussi ces espaces permettent d'exprimer nos appréhensions, nos attentes ou de déconstruire d'éventuels préjugés. Ceci étant dit, ma chronique ne va pas non plus directement parler de ça, puisque l'on va remonter à une époque où ces connaissances théoriques n'existaient pas encore, Mmh. où les pratiques étaient différentes, et si on les éclaire peut-être un peu à la lueur de la science actuelle, on pourrait les qualifier de particulièrement perturbantes pour les individus concernés. On va parler là d'une sorte de version hardcore d'Erasmus, ou de vos séjours à l'étranger les plus longs et les plus éprouvants. De voyages dans lesquels la préparation est minimale, voire inexistante. Où l'on peut être envoyé parfois très jeune, vivre dans d'autres cultures, et souvent ne jamais en revenir. Aujourd'hui, on va parler des truchements. Oh. Oh. Alors j'avais évoqué l'exemple de ceux qui étaient présents au Brésil au milieu du XVIe siècle, dans les villages Tupinamba. Aujourd'hui, on va approfondir cet exemple et aller plus loin. Alors petit point avant de commencer, les sources que j'ai utilisées sont principalement issues de la recherche en littérature. Et je vous avoue que j'étais un peu surpris, mais avec du recul, il se trouve qu'il n'y a pas vraiment de sources historiques autres que des récits de voyage, et il est peu probable qu'un truchement laisse une trace archéologique. Donc celles et ceux qui sont les plus à même d'étudier le sujet sont actuellement les spécialistes de la littérature des XVIe et XVIIe siècles. On peut citer par exemple Franck Lestringant, que j'avais déjà mentionné dans une chronique, qui est spécialiste des récits de voyage de cette période. Du coup, on va d'abord essayer de répondre à la question qu'est-ce qu'un truchement ? Et ça tombe bien parce que c'est le titre d'un article que vous aurez en commentaire, écrit par George van den Abel, qui est chercheur en littérature et philosophie. Et déjà, pour vous, qu'est-ce que le mot vous évoque, le mot truchement ? Je t'avoue que moi, j'ai dû le googler. Pareil. Voilà, alors moi je l'ai déjà entendu, mais je ne sais pas l'employer dans une phrase simple. Donc voilà. Du coup, j'ai cru comprendre que c'était... en fait, je connais que le mot en anglais via les séries quand on parle d'un service de PR, Public Relations. Je sais pas, quand un politicien fait une grosse bourde et que faut qu'il y ait un cabinet privé qui rattrape son image, ce genre de choses. Mais voilà, j'étais restée à peu près là-dessus. Ah oui, c'est un mot qui est que tu trouves dans la langue anglaise ? Ouais, c'est un sigle, que j'entends surtout dans les séries en fait, mais. D'accord, Mais oui. j'ai jamais fait attention du tout. Ok, trop drôle. Après, c'est peut-être juste moi qui ai fait un lien comme ça en googlant truchement. Je me suis dit, ah ouais, ok, c'est. Ah non, mais PR. c'est trop bien, je Mais ne ça savais se pas trouve, du tout, trop cool. Du coup, le terme truchement, il apparaît dans le français du XIIe siècle et viendrait de la langue arabe. En français, il désignait alors les interprètes pendant les croisades. Selon Céline Bonnotte-Hoover, qui est autrice d'une thèse sur les truchements, sur laquelle je me suis pas mal appuyé, cette étymologie, elle présente quelques incertitudes et il est impossible de rattacher le mot à une origine unique. De plus, dans les dictionnaires du XVIIe, le terme truchement est en lien avec ceux de gueux et de vagabond. La sonorité du mot en lui-même se rapproche aussi du champ lexical de la tromperie, de la triche et du mensonge. Et tout ça donne une connotation négative au mot, et la réputation des truchements, elle est jugée peu fiable tout au long de l'époque moderne. Par son étymologie, le terme se rapproche aussi du mot droguement, qui désigne les interprètes au Moyen-Orient. Cependant, là où le droguement revêt un statut diplomatique et un caractère de spécialiste formé officiellement, le truchement y désigne n'importe qui faisant office d'intermédiaire ou interprète improvisé. Mais être truchement, c'est aussi une expérience en soi. Tous les truchements n'étaient pas volontaires pour assumer ces fonctions. Leurs profils sont d'ailleurs très variés. On a des enfants, des naufragés, des fuyards, des prisonniers, des otages, des déserteurs, et même d'anciens serviteurs de la noblesse.
Certains dissimulent aussi leur origine et la façon dont ils sont arrivés là. Leur point commun, c'est leur immersion totale dans une culture qui n'est pas celle de leur origine, aboutissant à une double identité à la fois culturelle et linguistique. Les premiers à tester ce concept sont les Portugais. À bord des navires qui partaient en expédition se trouvaient des condamnés à mort, destinés à être abandonnés parmi les peuples découverts, dans le but de recueillir des informations sur les nouvelles terres et cultures. Et en parallèle, c'était aussi une décision volontaire pour les fuyards de quitter leur pays pour aller vivre parmi des peuples autochtones. Les succès de ces initiatives ont ensuite encouragé le recrutement d'enfants, qui sont considérés comme plus à même d'apprendre de nouvelles langues. Et après les Portugais, ce sont les Français, et plus particulièrement les Normands, en partance pour le Brésil, tout au long du XVIe siècle, qui se sont appuyés sur des truchements, et la même chose s'est répétée jusqu'au XVIIe siècle en Amérique du Nord. Alors concrètement, devenir truchement, c'est souvent être laissé seul, sur place, dans un village autochtone, tandis que le navire avec lequel on est arrivé repart chargé de biens en Europe. Ensuite, lorsque des Français reviennent dans le coin, il s'agit de faciliter les transactions auprès des locaux. En fait, c'est une forme d'investissement commercial et diplomatique à moindre coût qui comporte nécessairement une large part de risque. Outre les risques d'intégrité physique, il est facile de se rendre compte à quel point cela peut être compliqué d'être déraciné de sa culture et forcé d'en intégrer une nouvelle. Le but pour les Français, c'est de maintenir une présence alliée sur un territoire donné. Pour ce qui est des enfants, c'est évident qu'il est compliqué de leur faire porter une charge diplomatique. Ils sont capables de s'intégrer facilement dans un cadre culturel qui n'est pas le leur, mais la question se pose quant au degré d'adoption dans ces nouvelles sociétés, le risque étant de perdre le lien avec la civilisation européenne. Et bien entendu, ces expériences ne sont pas du tout, mais alors pas du tout destinées ni pensées en termes d'épanouissement ou de bien-être. Les truchements, ce sont avant tout le rouage nécessaire d'un plan qui est plus large, qui est de faciliter la communication avec les peuples autochtones. Et ça, c'est un enjeu de taille pour les puissances coloniales et une source de tension entre les pays européens. L'échange et le troc sont efficaces et moins coûteux que la conquête. La maîtrise des langues devient une nécessité absolue, tout comme la connaissance des cultures et la compréhension des enjeux politiques locaux. Avoir des informateurs de qualité devient un prérequis essentiel à l'installation de colons dans ces territoires. Et en cela, les Français vont se distinguer des autres nations par l'importance donnée au rôle de leur truchement dans l'entreprise coloniale. Il y a des alliances politiques qui sont établies de cette manière. En 1555 avec les Tupinambas de la France antarctique, en 1560 avec les Timucua en Floride française, en 1603 avec les Anishinabés en Nouvelle-France, en 1613 encore une fois avec les Tupinambas mais cette fois de la France équinoxiale, et en 1616 avec les Hurons-Wendat en Nouvelle-France. La première tentative de colonisation française à aboutir a donc lieu au Brésil, alors que des Français vivaient déjà parmi les populations locales. Et vous le savez probablement si vous avez écouté ma chronique sur les Tupinambas. Vous savez, ce sont ces fameux Normands qui devenaient des Tupinambas en se mariant, en ayant des enfants, en délaissant leur ancienne vie, et en participant à certains petits rites, ce genre de choses. Allez écouter cette chronique, allez vraiment l'écouter, elle est vraiment très très chouette. Eh bien, ils prennent une importance capitale, si bien que l'expression truchement normand ou truchement de Normandie devient presque un pléonasme dans les récits des voyageurs. Alors pourquoi la Normandie ? Comme on en avait déjà un petit peu parlé, Rouen c'est l'une des plus grandes villes de France du XVIe siècle et le principal port de départ vers le Brésil. Les navigateurs y rapportent du bois très précieux, très recherché, qui est coupé sur place par les Tupinambas et échangé contre des vêtements et des outils en acier. Les Normands se trouvaient donc en masse dans les navires français et dans les tentatives d'établissement au Brésil, mais aussi au Canada et en Floride. Ces premiers truchements sont des fuyards, des exilés, des déserteurs ou des naufragés. Jean de Léry, qui est cordonnier, protestant, aspirant pasteur en France antarctique, explique, je cite, « Certains Normands, lesquels, dès longtemps auparavant qu'ils fussent en ce pays-là, s'étaient sauvés d'un navire qui avait fait naufrage et étaient demeurés parmi les sauvages, où vivant sans crainte de Dieu, ils paillardaient avec les femmes et les filles, comme j'en ai vu qui avaient des enfants âgés de 4 à 5 ans. » Donc, en 1555, l'amiral Nicolas Durand de Villegagnon,
chevalier de l'Ordre de Malte, a été nommé commandant de la France antarctique, première colonie française du Nouveau Monde. Son but est d'assurer la sécurité de cette entreprise et de représenter l'autorité française, secondé par son neveu, le gendre de Boissy, seigneur de Bois-le-Comte. C'est un projet qui est très ambitieux, qui est quasi même utopique. En fait, il s'agit de bâtir un endroit où catholiques et protestants pourraient vivre ensemble, en paix. Villegagnon, il est catholique, bien sûr, mais il est aussi ami et proche, et d'ailleurs aussi ancien camarade de classe, de Jean Calvin. Du coup, il semble avoir la sensibilité suffisante pour mener à bien ce projet. Ok. Donc le lieu choisi, c'est une île de la baie de Guanabara, à l'emplacement actuel de la ville de Rio de Janeiro, jouxtant les territoires Tupinamba, qui sont alliés des Français. L'expédition est composée de 3 navires et 600 personnes pour une première vague, puis une seconde vague 1 an plus tard de 3 autres navires et 300 personnes. Jean de Léry précise que dans l'un de ces navires, la Rosée, se trouvaient 6 jeunes garçons amenés pour apprendre la langue Tupinamba. Il mentionne ailleurs une dizaine d'autres enfants apportés dans le même but. Cependant, il n'en reparle jamais dans son texte, et on ne connaît donc pas leur destin, malheureusement. Alors petit spoiler, ce projet de colonie va vite courir à la catastrophe, pour tout un tas de raisons qui, conjuguées ensemble, ont abouti à un fiasco. Rapidement, Villegagnon, il sent son autorité qui est menacée par les truchements normands. Ils sont installés dans les villages Tupinamba. Il est difficile d'estimer leur nombre à ce moment-là. En fait, on sait que 20 à 25 d'entre eux se sont mis au service de la colonie. Est-ce que c'est une majorité? Est-ce que c'est une minorité? Et dans ce cas, combien de Français vivaient déjà sur place? Nous n'aurons probablement jamais la réponse à ces questions, mais leur nombre doit sans doute être assez important. Ce qui menacerait l'autorité française, c'est que leur présence et leur mode de vie auraient suscité l'envie de les imiter chez les colons de la France antarctique. Villegagnon, qui semble avoir des penchants assez autoritaires, impose donc des sanctions extrêmement répressives pour dissuader ces colons. Par exemple, la peine de mort est établie pour quiconque fréquenterait une femme Tupinamba. Et ce n'est pas pour éviter la paillardise, entre guillemets. C'est bien pour que les Français restent dans la colonie au lieu de partir vivre chez les Tupinamba. Jean de Léry est lui-même témoin de la pendaison d'un homme ayant une compagne Tupinamba. Et d'ailleurs, c'est une sanction qui lui semble tout à fait juste. En même temps, il avait l'air d'être déjà assez perturbé par les couples métis. Et pour empêcher les unions avec les Tupinamba, on finit par faire venir des chrétiennes afin d'organiser des mariages sur place. Villegagnon, il impose des règles toujours plus strictes, à la fois aux colons français, mais aussi aux truchements indépendants, installés bien avant son arrivée. Il finit par se trouver victime d'un complot visant à le destituer. Le plan est découvert par sa garde rapprochée et déjoué. Mais plus tard, Jean de Léry, lui aussi, a des doutes sur Villegagnon et est obligé de fuir la colonie. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des pasteurs protestants qui sont arrivés, et l'amiral prend peu à peu une position anti-calviniste, tandis que les querelles religieuses qui ont été importées de France sont en train de déchirer la colonie. Et ironiquement, c'est avec l'aide d'un truchement normand que Jean de Léry arrive à se réfugier chez les Tupinamba. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'une petite anecdote. Dans le village, le truchement laisse le protestant dans une habitation, pour participer, sans le prévenir, à une cérémonie anthropophage. Il y a un Tupinamba qui aurait alors proposé à Jean de Léry un bout de pied, je cite, cuit et boucané. Jusque-là, si vous avez suivi ma chronique sur les Tupinamba, bon, certes, c'est impressionnant, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non, allez voir votre chronique, vous allez voir, c'est génial. Mais Jean de Léry, lui, il le prend vraiment très mal. Il est même terrifié. Il écrit « Je soupçonnais tout aussitôt que le truchement m'avait abandonné et livré entre les mains de ces barbares. Si j'eusse vu quelle couverture pour pouvoir sortir et m'enfuir de là, je ne m'y fusse pas feint. Mais me voyant de toutes parts environné de ceux desquels ignorant l'intention, je croyais fermement et m'attendais devoir être bientôt mangé, et invoquer Dieu en mon cœur toute cette nuit-là. » Au matin, le truchement revient voir Jean de Léry, qui est dans un sale état, je cite, non seulement blême et fort d'effet de visage, mais aussi presque en la fièvre. Il déclenche alors un fou rire général dans le village. En fait, tout le monde rit et se moque un peu de lui, alors qu'à aucun moment il n'a été ici en danger. Et c'est intéressant parce que ce que soulèvent les chercheurs,
c'est que le truchement n'a peut-être jamais pensé que cette situation aurait pu inquiéter un invité. Donc le métissage, l'anthropophagie, cela commence à faire beaucoup pour Jean de Léry. Et il y a aussi l'abandon de la foi chrétienne. Je le cite encore, « À mon grand regret, je suis contraint de réciter ici que quelques truchements de Normandie, qui avaient demeuré 8 ou 9 ans en ce pays-là, pour s'accommoder à eux, menant une vie d'athéiste, ne se fourvoyaient pas seulement en toutes sortes de paillardises et vilainies parmi les femmes et les filles, mais aussi surpassant les sauvages en inhumanité. J'en ai entendu qui se vantaient d'avoir tué et mangé des prisonniers. » Donc il semble qu'il y a des truchements qui n'ont quasiment plus de lien avec leur culture d'origine. À la manière de Gonzalo Guerrero, le conquistador qui est devenu chef de guerre maya, certains n'ont juste plus aucune raison ni envie de réintégrer leur culture natale. Leur vie est ici, au Brésil, tout comme leur famille, ils ne sont plus français, ils sont Tupinamba. Jean de Léry, n'ayant d'autre choix que d'aller de village en village, il finit par apprendre à connaître les Tupinamba et leur langue, et ses contacts avec les truchements sont intéressants puisqu'il nous permet d'en savoir un peu plus sur eux. Par exemple, il y en a un qui semble posséder une éducation à la philosophie, au grec et au latin, qui montre la diversité des profils des Français installés sur place. Alors si les truchements sont essentiellement des hommes, il faut souligner le rôle des femmes autochtones dans le processus d'acculturation. En fait, si ça a si bien marché, c'est avant tout parce qu'il y a eu des couples. Dans ces textes, ce qui choque le plus Jean de Léry, c'est justement que les truchements ont des enfants, ont une famille hors du cadre religieux. On peut facilement imaginer que les relations intimes avec les femmes Tupinamba ont pu favoriser l'apprentissage de la langue et l'intégration des truchements dans leur nouvelle culture. Ajoutons à cela un isolement long et l'abandon de la foi chrétienne et des mœurs européennes, et le processus d'acculturation devient total. En fait, l'immersion se révèle être un moyen d'acculturation trop efficace, ce qui devient parfois problématique. Le missionnaire jésuite espagnol José de Anchieta, contemporain de la France antarctique, écrit « La vie des Français qui sont dans cette région de Rio est non seulement séparée de l'Église catholique, mais aussi devenue sauvage. Ils vivent de la même façon que les Indiens, mangeant, buvant, dansant et chantant comme eux, se peignant le corps de leur couleur noire et rouge, se parant de plumes d'oiseaux, allant parfois nus avec seulement un caleçon, et finalement tuant les ennemis suivant le rite de ces mêmes Indiens, et prenant alors de nouveaux noms, comme eux, de manière qu'il ne leur manque plus que de manger de la chair humaine pour que leur vie soit corrompue au possible. » Alors je vais boire un petit peu, en attendant, si vous voulez, je vous mets une magnifique image de à quoi pouvait ressembler une cape Tupinamba. C'est juste magnifique. C'est magnifique. C'est la haute couture. Waouh. Ah putain, c'est beau. Made of bird feather and vegetable fibers. Donc les plumes d'oiseaux et des fibres végétales. C'est ça. Ok, donc c'est au Musée Royal d'Art et d'Histoire de Bruxelles. Ok. Ah putain, j'ai jamais vu, pourtant j'y suis allé à ce musée. C'est vrai, la grande classe. j'aimerais trop voir Mais ça. peut-être dans une expo temporaire. C'est marrant parce que ça ressemble beaucoup à un truc qu'on est en train de faire au boulot parce qu'on refait des capes, capes et ça ressemble pas mal à ça, ce qu'on fait en beaucoup moins beau parce que voilà, mais on n'a pas l'habitude, mais il y a un peu de ça, c'est assez chouette. Trop stylé. Je reprends. En fait, les truchements cristallisent tous les maux et vices contraires aux valeurs et à la morale chrétienne. Mais vu que ce sont les seuls à connaître les coutumes et à maîtriser la langue des Tupinamba, ils sont essentiels aux besoins des Français, et de fait, bien qu'ils soient très critiqués, les autorités ne prennent aucune action directe contre eux. Un autre point problématique est qu'il est attendu des truchements qu'ils facilitent les discussions sur des thèmes religieux pour permettre des conversions. Jean de Léry relate un exemple dans le village Tupinamba d'Ocarentin. Selon lui, tout se passe très bien, il y a un vieillard qui se montre particulièrement curieux, et contrairement à d'habitude, où ce sont des Français qui abordent le sujet de la religion, cette fois c'est un Tupinamba qui pose des questions. Et bientôt il y a tout un groupe qui écoute attentivement le futur pasteur prêcher les bienfaits du christianisme via son truchement. Fort de son succès, Jean de Léry indique que son auditoire, je cite, fut tellement ému que non seulement plusieurs promirent dorénavant de vivre comme je les avais enseignés, mais aussi qu'ils ne mangeront plus la chair humaine de leurs ennemis. Plus tard, il les entend chanter tous ensemble. Du coup, il demande à son truchement ce qu'ils sont en train de dire. Et son truchement lui indique qu'ils chantent que pour se venger de leurs ennemis,
il en fallait plus prendre et plus manger qu'il n'avait jamais fait auparavant. Donc ça peut prêter à sourire cette anecdote, mais ça indique quelque chose d'important de la culture Tupinamba, et plus largement des coutumes natives auxquelles sont confrontés les missionnaires de cette période. En fait, ce sont les talents d'orateur et l'éloquence qui sont respectés, et non la nature du discours en soi. Et en tant que tel, une sensibilisation au christianisme, voire une conversion, c'est un but qui est inatteignable par ces moyens, qui pousse les missionnaires à considérer que les païens sont inconsistants, facilement séduits par les principes religieux, mais retournent rapidement à leurs habitudes. Et en fait, ça démontre une profonde méconnaissance à la fois des coutumes locales, mais aussi de la place accordée à l'oralité et au discours. En 1560, les Portugais attaquent la colonie, c'est la fin de la France antarctique. Mais il reste beaucoup de Français au Brésil, et la résistance autochtone et des truchements face aux Portugais durent encore des dizaines d'années, jusqu'au XVIIe siècle. Les Tupinamba finissent par devoir abandonner leur territoire et à migrer au nord et à l'intérieur de leurs terres. Il y a plusieurs rapports portugais qui permettent de retracer cette migration. Par exemple, en 1597, à Natal, on est au nord-ouest du Brésil, les Portugais expulsent 50 flibustiers, c'est pas rien, 50 flibustiers français qui sont alliés à des autochtones. Donc malgré l'échec de la France antarctique, la France n'abandonne pas le projet d'une colonie brésilienne. Les échanges avec les Tupinambas se reportent au nord du Brésil, dans la région du Maranhão, grâce au truchement, encore une fois. Il y a une médiation française qui permet d'établir la paix entre les groupes Tupinamba et les groupes Tabarara. Des Tupinambas séjournent aussi en France dans le but de consolider des alliances. Le chef Caetés, qui veut dire la grande raie, y a passé un séjour d'environ 1 an, qui lui a permis apparemment à bien apprendre à savoir parler français. On s'appuie aussi sur des métis français Tupinamba devenus chefs de village, comme l'un d'entre eux, dont le nom nous est resté et qui est connu sous le nom de Grand Diable. À cette époque, ce sont des outils, des peignes, des miroirs, des perles de verre, des vêtements, mais aussi des armes, épées et arquebuses de faible qualité, qui sont maintenant échangés contre des matériaux précieux et aussi des esclaves. Les Tupinambas pratiquant la guerre de capture, ils peuvent facilement obtenir des prisonniers de leurs ennemis. Et si les Français ne sont pas dupes sur le fait qu'ils sont en position de force dans ce troc inégal, les Tupinambas sont loin de se laisser faire. Il y a le prêtre capucin Yves d'Evreux qui raconte le cas d'une pierre verte qui est malheureusement pas identifiée plus que ça, qui attisait la convoitise des Français. Et il demande alors à un Tupinamba qui l'a porté, qu'il voulait en échange. Et la réponse qu'il a eue, c'est « donne-moi un navire de France plein de haches, serpes, habits, épées et arquebuses ». Il y a aussi le cas de l'ambre gris qui est très recherché par les Français, mais qui en toupie se dit pirapoti, soit fiente de poisson. Parce que, raconte Yves d'Evreux, ils ont opinion que cet ambre gris n'est autre chose que l'excrément des baleines ou d'autres semblables gros poissons, et ce qui en soi n'est pas complètement faux. Donc chacune des deux parties essaye de profiter de ces échanges à sa manière. Ceci dit, le commerce avec le Brésil a été très rentable pour la France jusqu'au début du XVIIe siècle. Et en 1612 est fondée une seconde colonie, la France équinoxiale. Yves d'Evreux indique que les colons sont toujours très bien reçus par les Tupinambas. Et régulièrement, il y a des Français qui demandent à quitter le fort de la colonie pour passer du temps, des sortes de vacances dans les villages autour, afin, je cite, de faire une promenade et bonne chère. Et en fait, en allant de village en village, s'organise une sorte de circuit touristique où pendant le temps d'un congé, de quelques semaines, il y a des Français qui profitent de repas et se détendent avant de revenir travailler dans la colonie. Bon, la France équinoxiale, elle finit comme la France antarctique par se faire envahir et raser par les Portugais en 1515. Donc bien évidemment, ce n'est pas que au Brésil que les truchements ont eu leur importance. En Floride, en 1565, après une première tentative d'établissement colonial protestant qui a été infructueuse, puis une seconde qui a été entachée de violents combats contre les Espagnols, avoir des alliés parmi les populations locales est devenu une priorité absolue. Et l'inverse était aussi vrai. La diplomatie étant très instable, s'allier à la France ou à l'Espagne pouvait avoir des répercussions importantes pour les populations locales. Chez les Timucua, le chef Saturiua avait à son service un truchement normand qui lui servait d'ambassadeur. C'était un jeune garçon qui était âgé de 17 ou 18 ans,
qui s'appelait Pierre Falaise et qui était chargé de s'assurer que les Européens qui s'annonçaient étaient bien protestants, donc alliés, en leur demandant de réciter des psaumes huguenots. Et son rôle est important puisqu'il permet de valider les interlocuteurs du chef et des Timucua, et donc de prévenir des impostures. Cependant, son statut de truchement a considérablement glissé, puisqu'il n'est plus un représentant des Français chez les locaux, mais un ambassadeur des Timucua auprès des Français. Et il y a d'autres exemples d'affiliation ou loyauté un peu ambiguës. René de Goulaine de Laudonnière, un noble breton fondateur du Fort Caroline, rapporte que l'un de ses truchements, Pierre Gamby, trafiquait à son propre compte. Il finit assassiné à bord d'un canoë par les Timucua, bien que les circonstances qui ont mené à sa mort restent floues. En fait, il y a deux versions à cette histoire. La première, c'est qu'il aurait amassé quantité d'or et d'argent avant de vouloir rejoindre la colonie française. La seconde est qu'il se serait octroyé des droits et avantages en épousant la fille d'un chef, éveillant ainsi la jalousie. D'autres truchements en Floride semblent totalement acculturés et n'ont plus aucun lien avec la culture européenne. C'est le cas de Pierre de Bray, qui est un enfant échappé du Fort Caroline pendant sa prise par les Espagnols. Il a été recueilli par le chef Saturiona, dont il est devenu conseiller et éclaireur. Et c'est aussi le cas d'un dénommé Barbu auprès du chef Onataka et d'un anonyme auprès du chef Matiaka, dont les Français ont d'abord du mal à reconnaître en eux une origine européenne. Et en fait, il s'avère que tous les deux étaient espagnols, mais tellement assimilés qu'ils trouvaient les Français vraiment étranges. En fait, cela faisait 15 ans qu'ils avaient fait naufrage et vivaient parmi les Timucua. En 1996, Franck Lestringant emploie le terme « ensauvagement », néologisme basé sur les sauvages de la littérature de l'époque, désignant les natifs, afin de décrire ce phénomène si particulier de se couper des civilisations occidentales en rejoignant les sauvages. Donc rien à voir avec l'emploi qu'en fait Darmanin ou l'extrême droite. Dans le sens de Lestringant, la charge négative que renvoie le mot ne concerne que des observateurs occidentaux, culturellement biaisés. Et du coup, pour Franck Lestringant, les occidentaux ensauvagés représentent un danger dans le processus de colonisation qu'ils étaient censés accompagner. Ils participent à un métissage qui va à l'encontre des objectifs européens et des missionnaires. Ils éveillent la méfiance, voire sont considérés comme des traîtres. Je le cite, « Devenu rebelle à toute autorité, qu'elle soit politique ou religieuse, le truchement passe de l'autre côté du miroir. Il est dès lors considéré comme traître à la colonie et à sa culture d'origine. D'allié devenu ennemi, il est alors dénoncé comme l'obstacle principal à la réussite de la colonisation. Plus haïssable que le sauvage qui résiste, le truchement qui se dérobe à l'assujettissement représente en effet un risque majeur pour le conquérant européen. » Selon la chercheuse en littérature Odile Gagné, le rôle des truchements a été, je la cite, trop aléatoire et empirique pour aider au rapprochement des peuples. Fondamentalement livrés à leur liberté, ils étaient aussi de vivants exemples de la précarité du processus colonial. Aussi, en raison de leur ambivalence, ont-ils souvent suscité plus de défiance que de pitié ou d'admiration. Plus loin, elle dit aussi, « Ils représentent assurément l'échec de l'entreprise coloniale française, mais nous montrent que les conditions ont été un jour réunies pour que la compréhension mutuelle soit possible. » Selon Georges Van den Abel, le truchement représente ce qu'il y a de plus admirable dans l'échec de la France coloniale de cette période. Par le rapport concret, je cite, d'un échange ou d'une communication entre les cultures tout autre que n'est le colonialisme avec ses répressions brutales et ses exploitations injustes. L'acculturation et l'assimilation de Français dans les sociétés autochtones sont considérées comme l'une des causes et conséquences des échecs de la colonisation française. Et malheureusement, il va en être tiré des leçons aux répercussions dramatiques. Lors de l'établissement du deuxième empire colonial français, au XIXe et XXe siècle, il y a une nouvelle doctrine qui apparaît, une autre spécialité typiquement française que n'ont pas les autres empires coloniaux, celle de l'assimilation idéologique des colonies. Désormais, les peuples colonisés doivent être assimilés à la France. C'est-à-dire qu'on a là l'exact opposé de la pratique des truchements. Donc pour l'instant, on s'est concentré seulement sur les échecs coloniaux. Mais il nous reste une autre part à aborder, le cas de la Nouvelle-France. Que s'est-il passé de différent au Canada ? Quelle a été la place des truchements ?
De la même manière qu'ailleurs, il y a eu des échanges d'individus français et autochtones. Rapidement, les expéditions partent en emmenant à leur bord des enfants de familles pauvres, des orphelins, pour qu'ils apprennent les langues des peuples locaux en immersion. Et on a gardé le nom d'un grand nombre d'entre eux. Par exemple, Étienne Brûlé, arrivé en 1608, Nicolas de Vignaux, mentionné en 1611, Nicolas Marsollet, arrivé en 1613, Thomas Godefroy, arrivé en 1626, ou François Marguerie en 1629. Les échanges d'enfants sont là des garanties de bonne foi pour les relations diplomatiques. Par exemple, lors du 4e voyage de Samuel de Champlain, Étienne Brûlé a été échangé au Huron-Wendat contre un autre garçon nommé Savignon pour aller en France. Le but pour les deux garçons, c'est bien sûr l'apprentissage linguistique, mais aussi, au moins pour les natifs, l'obtention d'informations sur la culture française. Bon, malgré tout, comme pour le Brésil, l'échange est encore en faveur des projets des Français. Pour les jeunes Français, le processus d'immersion est aussi lié à des enjeux commerciaux et diplomatiques. Mais là encore, on voit des fluctuations d'allégeance. Par exemple, Étienne Brûlé sert de truchement d'abord à la colonie française, puis s'allie aux Anglais après la prise de Québec en 1629, puis il est considéré comme un traître, il part se réfugier chez les Huron-Wendat, et qui finissent par l'assassiner en 1633 pour des raisons qui nous sont encore inconnues. De même, il existe des problèmes au niveau de l'identité culturelle des truchements, l'adoption des mœurs autochtones, l'abandon de la chrétienté, l'abandon des codes culturels européens, le fait de se soustraire à l'autorité coloniale, tout ça aussi c'est très critiqué. Chez les Huron-Wendat, le missionnaire récollet Gabriel Sagard rencontre Étienne Brûlé et rapporte dans ses écrits sa mauvaise vie, c'est-à-dire sa liberté totale d'action puisqu'il vit en dehors des règles de la colonie et de la société française. Il note un relâchement dans ses pratiques religieuses, mais surtout une liberté sexuelle qui est considérée comme choquante, tant dans l'origine de ses partenaires, qui sont natives, que par leur nombre qui est jugé élevé. Sagard condamne de manière générale le comportement de tous les truchements, et considère que ce sont de très mauvais exemples à suivre. Donc comme pour le Brésil, le rapport aux femmes permet de faciliter l'immersion et l'apprentissage linguistique des truchements. Et c'est aussi ce qui a favorisé peut-être les profanes par rapport aux religieux. Mais encore faut-il s'habituer à des mœurs différentes. Dans les sociétés iroquoiennes, comme chez les Huron-Wendat, les femmes jouent un rôle important dans l'établissement des alliances et dans la diplomatie. Et elles ont aussi un total contrôle de leur sexualité, chose tout à fait inconcevable pour un Français du XVIe ou XVIIe siècle. Chez les Anishinaabe, dont la société n'est pas matrilinéaire, il semble que les femmes ont eu un rôle moindre. Et si on compare avec le Brésil, les Tupinamba encourageaient les unions avec des Français, et c'était aussi là un moyen de sceller des alliances en créant des liens de parenté et en intégrant à part entière des étrangers dans la communauté. En fait, l'assimilation de l'autre, c'est ici un objectif qui est recherché. Pour Céline Bonnotte-Hoover, les femmes natives ont eu une place importante dans les relations avec les Français, que ce soit au niveau intime ou au niveau plus politique, du fait que, comparées aux femmes européennes, elles avaient de manière générale une plus grande liberté. Mais d'un point de vue chrétien, les femmes natives, elles représentent un vrai danger, et leur simple contact menace l'intégrité morale des hommes. D'autant plus qu'en Nouvelle-France, le rôle des missionnaires et des religieux est plus important que dans les colonies précédentes. Ils sont obligés de s'appuyer sur des truchements pour mener à bien leur mission. Si leur comportement va à l'encontre des prêches religieux, alors les truchements deviennent des obstacles. Mais en plus, comme au Brésil, l'attrait de ce mode de vie pousse de plus en plus de Français à abandonner la colonie pour se faire adopter par les locaux. Selon l'historien Gilles Havard, ces personnes, comme les truchements, constituent une perte pour la colonie, parce qu'ils refusent de se conformer au travail attendu d'eux par les autorités, parce qu'ils refusent tout simplement l'autorité coloniale, et parce que leur comportement ne s'aligne plus avec la morale européenne. Les différents missionnaires et administrateurs de la Nouvelle-France sont quasi unanimes à ce sujet. Alors bien sûr, c'est à nuancer. Olivier le Tardif, il est par exemple considéré comme un truchement honnête et bien propre par les jésuites en 1633, puisqu'il collabore avec les missionnaires, il s'investit dans la colonie, il s'implique dans les conversions et administre même les baptêmes. C'est un peu l'image du truchement idéal au milieu de la masse des truchements considérés comme dépravés.
Si bien que la technique de l'immersion, elle est peu à peu reprise par les missionnaires, dans le but de se passer des truchements. Les résultats sont plus laborieux, l'apprentissage de la langue est très long, il est complexe, et ce pour plusieurs raisons. En fait, les missionnaires, ils sont habitués à avoir une méthode d'enseignement qui est traditionnelle, organisée autour de l'apprentissage de règles et de grammaire. Sur place, il n'y a aucune ressource, il n'y a pas de support, il n'y a pas de professeur de langue, il n'y a même pas d'écrit. Donc il faut s'habituer à une transmission uniquement orale. Et autre choc de taille, les instructeurs ne sont généralement pas des hommes, mais des femmes et des enfants, qui est vécu comme une humiliation par certains jésuites. Et tout ça rend l'expérience extrêmement difficile, surtout pour atteindre un niveau suffisant pour aborder des concepts théologiques abstraits avec les natifs dans le but d'aboutir à des conversions. Donc tout ça explique de nombreux échecs de missionnaires qui n'arrivent tout simplement pas à maîtriser assez bien les langues, et il faut attendre la rédaction de livres de linguistique et de vocabulaire et plusieurs générations de missionnaires pour permettre aux jésuites d'œuvrer efficacement. Mais si maîtriser une grammaire, un vocabulaire est une chose, maîtriser la rhétorique et l'éloquence en est une autre. Au nord aussi, ces aspects sont très importants. Un haut niveau de compétences oratoires est nécessaire chez les dirigeants. La capacité à convaincre un auditoire, elle est essentielle, surtout chez les chefs élus. Et ça, les jésuites s'en rendent bien compte. Le missionnaire Paul le Jeune témoigne, par exemple en 1633, « Il n'y a lieu au monde où la rhétorique soit plus puissante qu'en Canada. Elle gouverne tous ses peuples, car leur capitaine n'est élu que pour sa langue. Ils n'ont point d'autre loi que sa parole. » Pour les missionnaires, la volonté de maîtriser la langue s'inscrit dans un rapport de force. Il s'agit avant tout de maîtriser les codes pour convertir les locaux. Ce but, loin d'être dissimulé, il est tout à fait compris par les communautés natives. Il n'est pas rare que les missionnaires soient l'objet de moqueries, voire qu'on leur refuse un enseignement linguistique. En fait, en maintenant un monopole sur leur langue, les peuples autochtones cherchent à maintenir un contrôle sur leur culture et aussi leurs croyances. C'est aussi un moyen d'influencer le rapport de force face aux colons. Et aux grandes dames des Français, les truchements partagent aussi parfois cette position. C'est le cas du truchement Nicolas Marsollet, qui refuse de partager ses connaissances linguistiques auprès des jésuites en 1633, mais il semble qu'il y ait de nombreux cas puisque les missionnaires s'en plaignent souvent. En fait, il y aurait deux raisons à cela. Premièrement, la prévalence du lien entre le truchement et sa communauté d'adoption par rapport à sa communauté d'origine, et deuxièmement, s'assurer une place indispensable dans les échanges et la communication entre natifs et colons. En fait, c'est un moyen juste de ne pas se faire remplacer par des missionnaires. Et ça peut même aller plus loin. Il existe des cas où les truchements vont jusqu'à entraver les projets des colons. Donc on est en 1612, le truchement Nicolas Vigneault rapporte à Samuel de Champlain l'existence d'un passage vers la baie d'Hudson. Et ça, c'est un objectif particulièrement recherché, puisqu'à l'époque, on pense que c'est une mer qui permettrait d'établir une route vers la Chine. Un an après, Champlain organise une expédition vers le nord depuis Montréal pour atteindre la baie. Pour cela, il prend contact avec le groupe Anishinaabe du chef Tesswat, qui avait accueilli Nicolas Vigneault. Tout se passe bien jusqu'à ce que Champlain explique qu'il a l'intention d'aller au nord, et qu'il a besoin de canoës et de guides. Là-dessus, les Anishinaabe sont très réticents. C'est un voyage difficile, les peuples du Nord sont dangereux, Champlain et ses hommes risquent leur vie à aller là-bas. En fait, en réalité, ils n'ont aucun intérêt à ce que les Français se rendent dans le Nord. Pour Tesswat et les siens, cela reviendrait à perdre leur position d'intermédiaire qu'ils occupent dans le commerce avec les autres nations de la région. À ce moment, Tesswat contrôle tout le trafic des affluents du coin depuis un emplacement stratégique sur une île imprenable et fait payer des droits de passage. L'arrivée des Français pourrait bouleverser cet équilibre. Tesswat accuse alors le truchement Nicolas Vigneault de mentir sur le chemin vers la baie d'Hudson, tout simplement parce que s'il admettait que c'était vrai, cela reviendrait à reconnaître ouvertement qu'il était prêt à tout pour bloquer le passage à Champlain. Et du coup, l'expédition doit rebrousser chemin. Le truchement se retrouve au milieu d'un jeu politique qui le dépasse complètement. Il est accusé de trahison par Champlain, les Anishinaabe et les Français proposent de le mettre à mort, mais il a la vie sauve. Nicolas Vigneault a droit à un procès, mais sous la menace, il est contraint de dire qu'il a menti à Champlain. Du coup, il est rejeté de part et d'autre, trahi par les siens, et en fait, il a servi à la fois à Tesswat
à maintenir son monopole commercial en bloquant les Français, mais aussi d'excuses à Champlain pour préserver son honneur malgré l'échec de son expédition. Il finit abandonné par Champlain qui dit de lui qu'il est le plus impudent menteur qui se soit vu depuis longtemps, tandis qu'il est menacé par les Anishinabés. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Mais avec le recul, il se trouve que sa confession montre que son allégeance s'est d'abord portée sur le peuple qu'il a accueilli plutôt que sur le projet des Français, en validant la version des Anishinabés visant à empêcher la progression des Français. C'est là d'ailleurs probablement son erreur, c'est qu'il s'est pas aperçu de tout l'enjeu politique de la situation, ou alors il s'en est aperçu mais que trop tard. Alors on s'est principalement concentré sur les truchements français, mais en introduction j'avais évoqué un petit peu les truchements portugais. Il y a l'un d'entre eux qui est particulièrement connu, qui s'appelle Diogo Alvarez, qui est aussi appelé par son nom Tupi, qui est Karamuru, qui veut dire la murène. Donc il a été naufragé d'un navire français vers 1510, il est adopté par les Tupinamba, il épouse Paraguaçu, la fille d'un chef. Sur place, il facilite les relations entre les Normands et les Tupinamba. Il est même invité à visiter la France et Paris en 1526 et 1528. Et son épouse est baptisée à Saint-Malo et prend le nom de Catherine. C'est un petit détail, mais en fait c'est le nom de sa marraine, Catherine, et c'est aussi la femme de Jacques Cartier. Comme ça, on reboucle, voilà, Brésil, Canada. Et vu que Diogo Alvarez, il est parvenu à établir un commerce à son propre compte, et qu'il a aidé les missionnaires jésuites portugais, il a reçu d'importantes concessions de la part du Portugal pour gérer des terres au Brésil. Donc ça, c'est vraiment le truchement qui a réussi un peu. Donc ailleurs à travers le monde, les récits indiquent que les voyageurs français se munissent aussi d'interprètes, en particulier en Chine, au Siam et en Insulinde, mais on ne parle pas vraiment ici de truchement. Ces cultures sont mieux connues, les traducteurs sont mieux formés, et la méthode de l'immersion, elle est quasi absente. Les routes de l'Asie sont traditionnellement empruntées depuis bien longtemps, il n'y a pas d'ambition de colonisation à l'époque, et surtout dans ces régions, on s'appuie sur l'écriture, ce qui facilite largement l'apprentissage des langues. Donc pour finir, il existe un roman qui parle des truchements et de la France antarctique, qui s'appelle Rouge Brésil, qui est écrit par Jean-Christophe Ruffin en 2001. Donc c'est intéressant parce que dans les récits historiques, les truchements, ils sont tout juste mentionnés. Ici, ils sont les personnages principaux, donc je vous conseille complètement la lecture de ce bouquin, qui est d'ailleurs super bien sourcé. Il y a juste quelques passages, histoire de pinailler, qui sont un peu frustrants. Il y a par exemple, il y a un vieux Normand qui est établi depuis des années chez les Tupinamba, mais il a jamais mangé de chair humaine, il est quand même devenu chef de village, et à la fin de sa vie, alors qu'il est en train de mourir, il offre son corps à manger. Voilà, donc clairement ça n'a pas vraiment de sens, ni d'un point de vue autochtone, ni d'un point de vue des textes qui précisent que les Normands qui sont là depuis longtemps sont les plus acculturés. Et surtout, l'anthropophagie, vous le savez, ça obéit à des rites qui sont très particuliers. Enfin bon, globalement, je recommande la lecture de Rouge Brésil. Ok. Donc pour conclure, les truchements sont très ambivalents. Ils sont à la fois interprètes, informateurs, guides, ils sont essentiels dans les échanges et les projets coloniaux. Ils ont aussi leur propre libre arbitre et leurs choix vont parfois à l'encontre de ce qu'on pourrait attendre d'eux. Il les rend imprévisibles. La formation par l'immersion, elle est tellement efficace qu'elle transforme totalement les hommes et les enfants qui en font l'expérience. Ils finissent souvent par fonder un foyer dans leur culture d'adoption qu'ils font passer avant les intérêts des colons. Parfois, ils ont aussi leur propre intérêt à faire prévaloir. Mais surtout, ils s'inscrivent dans le contexte plus large des débuts de la colonisation. Comme le souligne l'archéologue Laurent Olivier, les échanges commerciaux avec les Européens entraînent la division des populations locales et la compétition, la complexification des jeux d'alliance, et au final, un système producteur d'inégalités qui bénéficie largement aux colons. Les environnements sont exploités comme jamais auparavant par les natifs. Par exemple, pour le Brésil, outre le bois, qui est la principale ressource ramenée, il y a un autre exemple qui se trouve dans le manifeste de la Pèlerine, un navire français capturé par les Espagnols en 1531. Et ce navire contenait un nombre hallucinant de choses comme 3000 peaux de léopard, c'est énorme, 300 singes, 600 perroquets, qui savaient d'ailleurs parler quelques mots de français. Ah ouais, la vache. Donc, ceci dit, le voyage de la Pèlerine, c'est un cas un petit peu à part, puisque c'est financé par un noble français au départ de Marseille, qui avait pour ambition de bâtir un comptoir fortifié sur la côte brésilienne. Du coup, il est revenu avec un chargement volontairement luxueux, mais ça montre quand même clairement une surexploitation. Mais au milieu des bouleversements dans les sociétés autochtones, de l'exploitation due à la colonisation,
Il reste ce fait. Les truchements et quelques Français ont délibérément préféré vivre parmi les natifs. Une vie plus libre, parfois sans retour possible, loin de la civilisation européenne. Des Français sont devenus Tupinamba, Timucua, Anishinaabe ou Huron-Wendat. Si les truchements restent un épiphénomène de la colonisation, ils rendent visible une certaine ambiguïté culturelle et un métissage qui, bien sûr, inquiétait et choquait à l'époque, mais dont les échos sont encore perceptibles de nos jours. En fait, je pense qu'ils cristallisent à l'échelle individuelle quelque chose de plus large, de plus complexe que les romans nationalistes ou coloniaux. Et je conclurai par cet extrait de Laurent Olivier. L'archéologie montre inlassablement partout dans le monde qu'il n'a jamais été, à aucun moment de l'histoire de l'humanité, ni culture pure, ni identité en soi. Les vestiges des civilisations du passé ne révèlent qu'un enchevêtrement d'identités multiples, sans cesse recomposées, une intrication de strates culturelles incessamment recouvertes, continuellement remises en jeu. Nous n'existons que dans la relation, nous n'avons d'identité que dans l'interférence avec l'autre qui nous dérange et nous change. Voilà. Eh ben merci beaucoup Nicolas pour ton intervention, c'était vraiment super intéressant, passionnant ouais. Il y a un truc qu'il faut que je fasse la remarque parce que je trouve ça hilarant, c'est le René de Goulen, il vient de Bretagne t'as dit, et il a exactement le même nom de famille, à savoir de Goulen que le directeur de la boîte où je travaille, qui est aussi un de Goulen et qui vient aussi de Bretagne. Donc il y a un pourcentage de chance pour que ce soit un de ses descendants, tant que c'est une famille noble. Vient d'une famille noble assez connue depuis des siècles et des siècles, donc. De Goulen de Laudonnière, ouais, voilà, c'est clair. Alors, il y a peut-être moyen que ce soit un de ses descendants ou un neveu ou un cousin, je sais pas, mais je trouve ça très très drôle. Je lui poserai la question si j'ai les couilles de lui poser la question la prochaine fois que je le croise. Demande-lui s'il a un ancêtre protestant qui allait en Floride. C'est ça. On va dire, comment tu sais ça, toi? Oh, si peu. Je me suis renseigné sur vous, monsieur. Je sais où vous habitez. Mais voilà. Du coup, Seb, tu voulais rajouter quelques mots, il me semble, tu m'avais dit. Ouais, alors c'est pas seulement rajouter quelques mots, mais c'est juste du coup, soudain dans ma tête, tout s'est éclairé. En fait, tout ce qu'a raconté Nico, moi, ça m'a beaucoup fait penser à des films. Ouais. Alors, encore une fois, j'ai parlé de films. Mais vous savez, tous ces films où on a un Européen ou un Occidental qui va s'intégrer et être intégré à une communauté autochtone. Là, les exemples qui viennent en tête, c'est genre le dernier des Mohicans. Ouais, complètement. Ou même Avatar. Ou même Avatar. Et alors, bien que ce soit des films hollywoodiens, moi j'ai fait partie assez naïvement de ces gens qui se disaient ouais, mais voilà, mais c'est un film, c'est un peu une manière pour les Américains de se racheter une virginité ou par goût d'exotisme, tu vois. Et en fait, avec la chronique de Nico, je me rends compte que pas du tout, et qu'en fait, ce que montrent les films, alors avec leurs gros souliers hollywoodiens, mais qu'en fait, c'est des trucs qui ont existé, quoi. C'était pas le but de ma chronique. Après, je crois que j'avais abordé vite fait ce sujet sur la chronique sur Gonzalo Guerrero. Et oui, Gonzalo vraiment, Guerrero. Pour le coup, une sorte de white savior. Oui, complètement. Parce qu'il est passé de gardien d'esclaves conquistador à chef de guerre maya à s'opposer à la conquête espagnole, mais militairement par les armes. Et en fait, tu vois que même d'un point de vue historique, c'est beaucoup plus dark que ce que pourrait en faire le cinéma ou les films hollywoodiens. Et nous, on insistons sur le fait que dans les films, c'est des gros sabots hollywoodiens. Oui, et puis comme le dit Nico, c'est toujours le sauveur blanc qui débarque et qui va apprendre aux indigènes à se battre, alors que ils savent très bien le faire normalement sans nous, quoi. Mais c'est clair. C'est clair. Mais oui, ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.